Ça peut être des critiques de personnes en sortie de conférence qui me disent pourquoi vous faites un truc pour les jeunes en fait, il n'y a pas que les jeunes dans la vie. Je vois pas pourquoi vous faites ça en fait. Et je rentrais chez moi avec ces critiques et je me disais mais l'alignement c'est quand nos croyances, nos rêves, nos valeurs sont en cohérence avec nos actions. À partir de ce moment-là, on sait qu'on est irréprochable à l'intérieur de nous puisqu'on fait des choses qui sont justes pour nous. Donc même si on se fait critiquer, on est OK avec ce qu'on entend. Quoi. Eh ben c'est super. Claire, je suis super content. Mais vraiment super content parce que en préparant cette interview, je me suis rappelé de tous orateurs, là où on s'est rencontrés, de cette passion commune qu'on a pour la prise de parole. Et avant de te poser tout un tas de questions que j'ai très envie de te poser, je pourrais bien sûr te présenter. Je pense que je le ferai pas aussi bien que tu pourrais le faire. On parlera aussi du livre qui est publié depuis quelques temps. Qu'est-ce qu'on doit savoir de toi pour faire connaissance ? Déjà, merci Nicolas pour l'invitation. Trop contente d'être là. Je suis Claire Pétro, Claire Leclerc sur les réseaux sociaux. Je suis entrepreneuse. Je crée du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, je me définis comme créatrice de contenu. Influenceuse selon les jours, ça peut marcher aussi. Je fais beaucoup de conférences. Je suis très animée par les défis de la transition écologique, particulièrement par les humains qui vont faire ou pas advenir un monde plus juste et plus durable. Et donc, moi, je suis vraiment au quotidien, tout le temps, à me demander comment est-ce que collectivement, on arrive à porter des projets qui permettent de créer une planète plus vivable pour les humains et pour le vivant. Et voilà. Et quoi d'autre ? Je suis originaire de Segré, une petite ville dans le Maine-et-Loire. C'est là que mon engagement est né. Je suis très attachée au Maine-et-Loire. Et je vis à Paris. J'adore cette ville. Je suis trop heureuse. J'ai fait mes études à Sciences Po. Et j'aime danser. J'aime rire. J'aime apprendre. Et ça fait déjà pas mal d'infos sur moi, en vrai. Ouais, super intéressant parce que forcément, Sciences Po, on connecte. On y est passé tous les deux. Danser, je t'ai vu danser plein de fois sur Insta. Sur Insta, dans la vie, dans la rue, c'est partout. Et c'est trop bien parce que tu vois, c'est une question que je voulais te poser, c'est qu'on le voit dans tes prises de parole, il y a tellement d'audace, tellement d'énergie, et tu vois, je trouve que, et on parlera bien sûr des pépites vertes, c'est souvent ce qui manque aux personnes pour être à l'aise quand il faut s'exprimer. Il vient d'où cette audace ? Est-ce que c'est quelque chose qui était présent naturellement chez toi ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as bossé ? D'où ça vient ? Je pense que je suis audacieuse, je suis une fille audacieuse et ambitieuse, ça fait partie de mes valeurs. Donc oui, c'était déjà là. Par contre, ce degré de liberté que j'ai aujourd'hui et que j'aurai, j'imagine, encore plus quand on refait le podcast dans 5 ans, ça, j'ai dû le travailler. Parce que si on regarde ma première prise de parole publique, entre guillemets, qui est moi qui interviens à Change Now pour animer une table ronde pendant le Covid, sortie de Covid, donc 2021, je suis si lisse. Je suis si lisse. Et à ce moment-là, une de mes amies m'écrit « Je t'ai pas reconnue dans la vidéo. C'était pas toi. » Et je suis hyper contrariée qu'elle me dise ça parce que c'est ma première prise de parole et elle me dit c'était bizarre en fait. Et je pars du principe qu'après une prise de parole, tes amis doivent te dire bravo, surtout quand c'est la première. Et en fait, j'y repense souvent en ce moment. Je la regarde et je me dis mais en fait, elle avait raison depuis le début, Charlotte. C'était pas moi. Et du coup, comment faire en sorte de rester moi-même au micro quand je suis avec toi, quand je suis dans une conférence devant des patrons de l'industrie, quand je suis devant des lycéens, enfin tu vois, ça a été un peu le travail de mes 5 dernières années. T'es ouf. Ouais. Et comment on fait pour rester soi-même ? Parce que, tu sais, c'est pour certains la panacée, enfin, c'est vraiment l'idéal, c'est-à-dire qu'on veut tous réussir à être nous-mêmes. Qu'est-ce qui a marché pour toi ? Est-ce que c'est la répétition, l'entraînement ? Est-ce que c'est aussi le fait de voir les choses différemment qui t'a aidé à te libérer un peu quand tu dois parler ? En fait, pour le coup, mes résultats professionnels arrivent aussi d'un gros travail personnel et introspectif sur qui je suis. C'est mon obsession de savoir qui je suis. Et du coup, sincèrement, ma réponse est peut-être pas surprenante, mais c'est la thérapie. C'est la thérapie, le coaching, tout le travail que j'ai fait avec mes mentors pour m'autoriser à être qui je suis et surtout d'abord savoir qui je suis, ensuite m'autoriser. Donc, gros travail sur ça. Et une fois que j'ai compris que j'étais zinzin, T'es zinzin. et que c'était moi, en fait. Et que je parlais fort et que, tu vois, et que ça faisait partie de ma personnalité et que ça allait pas pouvoir changer. Eh bien, du coup, je me suis dit, ok, trop bien. Dans certains moments, ça peut être handicapant dans la vie de prendre autant de place et avec autant de lumière et autant d'optimisme. Dans des endroits où on pourrait me dire, parle moins fort ou, tu sais, il faut pas être aussi positif. Enfin, le monde n'est pas un truc de bisounours. Ouais.
Là, c'est handicapant d'avoir ça. Et dans d'autres endroits, en fait, faisons de cette faiblesse ou de ce truc qui n'est pas une faiblesse, mais qui pourrait l'être à certains endroits, une force. Et la deuxième chose qui m'a amenée à pouvoir être aussi libre, c'est mon passage au cours Florent en octobre. Je sors d'une année 2024 complètement chaotique sur le plan professionnel et personnel. J'ai déménagé 3 fois d'appartement, j'ai déménagé 3 fois de bureau, je me suis séparée de mon équipe. Voilà, dans ma vie perso, il y a plein de mouvements compliqués. Et du coup, je me dis, j'ai besoin d'air et j'ai besoin d'un cadeau et j'ai besoin d'un stage pour rire. Et donc, je me fais 1 semaine de stage de stand-up au cours Florent. Énorme. Et là, c'était parti. C'était parti. Le prof a appuyé sur le bouton de... En fait, on veut que tu sois toi-même sur scène. Tu pourras pas jouer quelqu'un d'autre. Et t'étais comment avant d'être toi-même? Parce que c'est marrant, moi, je t'ai toujours connu toi-même. En tout cas, j'ai l'impression, tu vois. Mais ça veut dire quoi? C'était quoi Claire avant d'être elle-même? Et qu'est-ce que c'est maintenant Claire qui est elle-même? Qu'est-ce qui change en fait? Eh bien, avant, c'est Claire qui veut plaire à tout le monde. Et donc, qui va se suradapter en permanence. Et c'est pour ça que j'ai été vite et forte, je crois. Je suis très bonne caméléon. Et je dis à tout le monde que, pour le coup, la prise de parole, évidemment, il faut savoir s'adapter à son audience et à son public. Et donc, je l'ai fait beaucoup, jusqu'à un moment me dire, mais si je me suradapte en permanence, en fait, c'est quoi la constance? C'est quoi il y a quoi dans la coquille? À part une fille qui est très forte à plaire à tout le monde. Et donc, du coup, là, je me suis dit, est-ce que je peux faire plus Par exemple, j'adore faire des blagues. Est-ce que je peux faire plus de blagues? Est-ce que je pourrais même faire des blagues devant des patrons? Est-ce que si j'étais devant la première ministre, je pourrais lui faire une blague, comme quand j'ai été devant elle la dernière fois et que j'étais pas du tout drôle. Mais t'as osé. J'ai osé lui parler, oui, bien sûr. Mais c'était une prise de parole quand j'ai pu parler à la première ministre. C'était très lisse, c'était très froid, c'était très stressé. Et mais c'était déjà là et c'était déjà bien. Évidemment, tout le monde ne parle pas à la PM. Mais si je le refaisais aujourd'hui, je sais que ce serait plus facile pour moi. Et donc, la différence maintenant, c'est qu'avant de monter sur scène, je me dis, en fait, tu vas jouer toi. Tu vas te connecter à ton cœur et à ta sensibilité, à ton hypersensibilité et à ta capacité à être qui tu es maintenant. Et tu vas voir, ça va bien se passer. Et sincèrement, depuis, je suis vraiment meilleure à l'oral. C'est ouf. En fait, ce que tu dis, c'est que tu cherches plus à plaire, ou en tout cas uniquement à plaire, mais j'ai plus l'impression que tu cherches à être toi-même. Et le fait d'être toi-même, tu le vois dans cet humour que tu te permets, dans ce qui peut te déranger. Et le meilleur conseil que tu pourrais donner à ces personnes, et je sais que tu le fais déjà, puisque tu accompagnes des gens dans le cadre des Pépites Vertes qui veulent aller trouver le job de leur rêve, comment on fait pour s'assumer, pour être à l'aise avec qui on est, quitte à déplaire, quitte à gêner? On conscientise. Première étape, on conscientise que beaucoup de nos croyances sont dans notre tête. Et j'aimais trop pas avant le truc des croyances limitantes. T'as des croyances limitantes. J'étais en mode, non, j'ai des problèmes. Non, on a des croyances limitantes. La mienne, ça a été, si tu parles trop fort, alors les gens te demanderont de te taire et donc tu seras exclu. Et tu ne veux pas être exclu, puisque ta peur dans la vie, c'est d'être exclu. Donc ça, c'était ma croyance. Et en fait, maintenant, j'ai compris que si je parle trop fort et que ça déplaît, probablement, c'est que les gens, ils n'ont pas envie d'être dans la pièce avec moi. Et donc, je vais peut-être être exclue, effectivement, mais a priori, c'était pas pour les bonnes raisons que j'allais rester dans cette pièce avec ces gens-là, tu vois. Et ça vient d'où, cette croyance? Parce que je pense que t'es clairement pas la seule à avoir cette croyance, qu'on pourrait peut-être associer à peut-être un sexe plutôt qu'un autre, alors que c'est vraiment, à mon avis, une façon qu'on a de parler à des enfants, à des filles, puis à des femmes. Est-ce que tu penses que c'est la société qui nous renvoie ça? Est-ce que c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est l'éducation qui peut jouer aussi? Je pense qu'il y a quand même un sujet de genre, pour le coup. En tout cas, personnellement, je l'ai vécu. On m'a souvent dit que j'étais trop, quoi. Que je prenais trop de place, que je parlais trop fort. Et du coup, je l'ai pris pour acquis. Je suis là, oui, pardon, excusez-moi, j'ai encore parlé. Oups. C'est normal, on l'a tellement dit que du coup... Ouais. Donc, en fait, pour finir, j'en ai fait ma croyance. Et puis surtout, ça avait un impact, effectivement. Quand on nous dit quelque chose avec un risque derrière et que le risque, on l'a déjà expériencé. D'être rejeté. Être rejeté. Ou genre, quand je vais au restaurant avec mes amis, qu'on me dit « Parle moins fort, en fait, il y a des gens à côté de toi. » Je me dis « Mais oui, pardon, excusez-moi, j'ai encore parlé trop fort. Je suis une mauvaise personne, en fait. » Mais en fait, je suis là, mais c'est pas très grave. Enfin, si je parle fort, les gens viendront me demander de parler un peu moins fort. Mais pourquoi les gens autour de moi qui sont à la table avec moi me demandent de me taire? J'ai le droit d'être moi-même, en fait, au final.
même si ça peut te déranger, de toute façon, mon focus, c'est plus de déranger ou d'arranger, c'est de réussir à être qui je suis vraiment, quoi. C'est ça. Il faut quand même rester vigilant à pas déranger dans le sens impacter négativement des personnes. D'accord. C'est pas le but d'être méchante avec des gens et ou de consciemment décider de faire tout ce qu'on veut sans se poser la question de l'impact sur les gens. C'est plus dans quelle intention on fait les choses et comment est-ce qu'on arrête de prendre les attentes des autres pour soi. Super intéressant. Super intéressant parce que l'angle que tu évoques, c'est un angle assez psychologique, au final, tu sais, de la confiance en soi. Et je sais que dans le cadre des pépites vertes, et d'ailleurs, je t'invite à nous en parler, tu accompagnes des personnes qui veulent trouver le job de leur rêve. C'est aussi d'ailleurs le sens de ton livre, qui est sorti il y a quelques jours. Comment on fait pour aider des personnes qui sont engagées, pour qui l'impact est super important, à s'assumer davantage, à dépasser le syndrome de l'imposteur? Est-ce que toi, tu as des méthodes pour les aider à y croire davantage et être plus à l'aise aussi avec qui ils sont? Bien sûr. Il y a plusieurs sujets. Il y a la confiance en soi. Et donc ça se muscle en faisant des actions. La confiance, c'est comme un muscle. Le cerveau, le mental, il va avoir peur de l'inconnu. Et donc, si on fait pas les choses qui vont nous amener vers le point qu'on vise, on va pas y arriver. Mais si on fait petit à petit, ça va faciliter la mise en mouvement. Je donne un exemple dans mon livre. Je dis, si tu prépares un marathon de 42 km, ton premier entraînement, tu vas pas courir 42 km. Pas du tout. Tu vas même dans ton entraînement pas courir 42 km de suite. Et du coup, j'essaye un peu d'aider chacune à séquencer les étapes pour pouvoir se mettre en mouvement. Donc ça, c'est la première étape sur la confiance en soi. Sur l'estime de soi, c'est connaître ses valeurs, ses rêves. Donc je fais beaucoup de propositions, de questions d'introspection. En fait, c'est quoi ce qui compte pour toi dans la vie? C'est quoi les valeurs dans lesquelles tu te reconnais? C'est quoi le truc que tu ferais si tu ne pouvais pas échouer? Si on était sûr que tu y arrives, qu'est-ce qui se passerait? Et en fait, j'essaye par des questions de forcer la créativité et l'imagination à aller aussi haut que possible, pour ensuite refaire redescendre dans le réel et dire ok, ça c'est le rêve, on a un point, mon ami Mathieu Dardaillon appelle ça le point Z, on est au point A, qu'est-ce qu'on fait en B? Et donc voilà, c'est vraiment du séquençage, mais c'est s'autoriser à arriver à la hauteur de ses rêves de petits-enfants en fait. Super intéressant. Je retiens donc cette idée de s'entraîner, c'est ce qui fait qu'on a la confiance, et puis de se projeter sans pour autant viser la marche finale, mais se concentrer sur la marche d'après, quoi. Exactement. Super intéressant et super important. Et tu vois, je te le disais tout à l'heure, en préparant cette interview, franchement, j'ai vu une liste de conférences, Claire. Je ne peux pas dire combien tu en as fait, je ne peux même pas dire combien j'en ai vu, combien j'en ai écouté. Je sais que tu as réalisé au moins 2 conférences TEDx, avec un peu d'écart entre les deux, donc on peut voir aussi une évolution. Et je me suis demandé, toi qui fais plein d'interventions, plein de conférences et qui est super à l'aise et que je trouve très éloquente aussi, est-ce que ça t'arrive encore aujourd'hui d'avoir des moments où je me sens moins à l'aise que d'habitude, ou des moments où j'ai moi-même un peu moins confiance? Je dis moi, mais en fait c'est toi. Et comment tu fais pour dépasser ce doute, si tu arrives encore de le ressentir? Je le ressens assez peu. J'ai cette chance, justement parce que j'interviens au moins 2 fois par semaine en conférence. Donc, au bout d'un moment, ça devient un métier. Donc, c'est comme quand on est boulanger, au bout d'un moment, on n'a plus peur de faire des baguettes parce qu'on sait les faire. Donc, je pense que je suis à ce moment-là. Donc, c'est trop bien, ça m'arrive de moins en moins. Pour autant, un jour, une amie coach en prise de parole, comédienne, m'a dit... En fait, j'adorais sa pratique et je lui disais, j'aimerais trop prendre des cours avec toi, mais j'ai l'impression que j'en ai pas besoin. Elle me dit, trop bien, un jour peut-être, tu sortiras d'une conférence et tu te diras, tiens, j'aurais pu être meilleure. Et peut-être alors, à ce moment-là, ça vaudra le coup de te former et d'apprendre et de t'entourer pour monter la marche d'après. Yes. Et franchement, ça s'est arrivé... C'est arrivé l'année dernière, quoi. C'est arrivé en 2024, un peu en même temps que mon déclic de faire du stand-up, etc. Je sortais de mes conférences et je me disais, waouh, c'est pas bon, ça ne percute pas. J'ai beaucoup moins de gens qui viennent me voir à la fin de mes interventions. Je suis plus connectée comme j'étais avant, justement parce que j'allais un peu en mode pilote automatique. Je disais toujours la même chose, je savais que je pouvais le faire et surtout, je manquais de temps. Et donc, depuis que j'ai compris ça, chacune de mes interventions, chacun de mes podcasts, je me force à mettre au moins 10 minutes. Et je sais que c'est très peu, mais pour moi, c'est beaucoup parce qu'avant, c'était 0.
au moins 10 minutes à une demi-heure de préparation pour chacune de mes interventions. Donc ça, c'est quelque chose que je fais maintenant. Et quoi qu'il en soit, pour le coup, s'entraîner, même quand je préparais pas, je le faisais au moins dans le métro, quoi. Je m'entraîne toujours avant, parce que je pars du principe que je suis pas bonne en impro. J'ai pas les codes pour être bonne en impro. D'accord. Et donc, comme j'ai pas envie de paniquer sur scène, il faut absolument que je sache ce que je vais dire. Toujours l'introduction, la conclusion, pour sûr. La conclusion, elle peut changer quand même. Elle change tout le temps en fonction de devant qui je suis. D'accord. Et après, les bullet points au milieu. Ok, mais c'est ce que je voulais te demander, c'est-à-dire comment tu prépares aujourd'hui, parce que 2 conférences par semaine, tu en fais énormément, tu gardes l'intro, la conclusion que tu adaptes, mais tu sais comment tu vas terminer, comment tu vas commencer. Et tu vois, tu parlais de la répétition et de l'entraînement. J'ai observé que, notamment chez les profils qui sont moins à l'aise avec la prise de parole, s'ils préparent, ils ont tendance à trop préparer. Et s'ils préparent trop, ils surpréparent. Et s'ils surpréparent, ils sont pas à l'aise. Comment tu fais pour trouver le juste milieu entre l'absence de préparation, et là j'y vais au talent, et la surpréparation qui au final fait qu'on récite la poésie du CP, tu vois? Ouais. Déjà, je n'écris jamais Ok, tous mes textes, toutes mes interventions. J'ai jamais fait ça. d'accord. Je sais que je suis une personne qui marche bien au visuel. Peut-être certaines personnes marchent mieux à l'auditif. Et donc, j'ai vu comment je préparais, comment j'apprenais mes cours quand j'étais à l'école. Et je fais pareil pour mes interventions. Donc, il y a toujours l'intro, je sais ce que je vais dire. Après, 1, 2, 3, 4, maximum 3 idées, évidemment. Je dis 4, mais il n'y a pas de 4. Et conclusion. Et soit c'est écrit dans mes notes, comme là, je l'ai fait dans le métro, soit c'est écrit sur mon carnet. Et par contre, je ne m'entraîne pas beaucoup à l'oral, mais je m'entraîne beaucoup à connaître la trame. Ok. Le chemin, le schéma que tu vas suivre. Et après, tu te laisses la latitude de choisir un mot plutôt qu'un autre. Exactement. Ou une expression. Si tu souhaites être à l'aise pour parler en public, j'ai créé une masterclass « Comment parler en public avec confiance ». Si parler en public est quelque chose qui est vraiment important pour toi, je t'invite à regarder cette masterclass. Tu vas aller beaucoup plus loin que tout ce que tu trouves en ligne, les tutos YouTube. C'est une mine d'or sur la prise de parole qui t'attend. Pour ça, clique sur le lien qui est dans la bio ou dans la description et profite à fond du contenu qui t'attend. Et cette année, on s'exprime, on s'affirme et on avance ensemble. J'ai beaucoup observé sur tes conférences, tu démarres toujours avec quelque chose d'assez informel. Ça va, vous allez bien. Tu vois, c'est des petits mots. J'ai même fait avec toi au micro. Ah bah oui, voilà, je l'ai remarqué. Et je trouvais ça génial. Et je me suis dit, waouh, tu vois, c'est des petits détails, mais quelqu'un qui est pas à l'aise, il va pas se le permettre. Il va tout de suite rentrer en mode élève. C'est quoi le shift mental qui te permet de faire ça? Et puis surtout, est-ce que c'est un truc conscient? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais inconsciemment? En fait, je pense qu'une prise de parole est bonne quand les personnes dans la salle ont reçu quelque chose et repartent chez eux en ayant ressenti et appris quelque chose sur eux, sur le monde. Et pour ça, je suis obligée, parce que c'est mon objectif, c'est ma manière à moi de voir l'art oratoire, je suis obligée de me connecter au public. Enfin, je peux pas faire, je n'arrive pas, je suis une personne de lien, je suis extravertie, je suis hypersensible, j'ai toujours besoin d'être en connexion avec l'humain. Donc, je ne pourrais pas arriver sur scène et ne pas faire ça parce que c'est comme si j'étais pas en discussion. Et moi, j'ai envie d'être en discussion. Parce que moi, ce qui m'a touchée dans les prises de parole et dans les spectacles que j'ai vus, c'est quand la personne sur scène, j'avais l'impression qu'elle me parlait à moi. Et donc, je me suis dit, si jamais je veux être aussi bonne que ces personnes sur scène, il faut que je fasse la même chose. Et ça vient aussi pas mal du stand-up, par exemple. Les stand-uppers, au début, ils chauffent tout le temps la salle, ils créent une connexion avec le public. Et je trouvais que dans l'écologie, il n'y avait pas assez ça. Enfin, c'était très vite froid, rationnel, scientifique, pragmatique. Comme ça faisait partie de ma personnalité, je me suis dit, tiens, il faut que j'en fasse une petite marque de fabrique. Ouais. Tu écoutes pas mal de stand-up, toi, au quotidien? Je n'en écoute pas, mais j'aime beaucoup aller en voir. Ouais. Hyper intéressant. Hyper intéressant parce que là, j'aimerais faire le lien entre tes sujets de prédilection et la notion d'impact. On est sur des sujets, que ce soit l'écologie, la transition écologique, entre autres, l'éco-anxiété, qui a été aussi, je crois, à la base du projet Les Pépites Vertes, plein Covid. Des sujets sur lesquels on peut facilement tomber dans les stéréotypes, être alarmiste, et puis au final, faire un peu comme ce qu'on entend tout le temps. Comment on fait pour avoir de l'impact sur les sujets que tu évoques? Est-ce qu'il faut travailler sa forme? Est-ce qu'il faut avoir, comme tu le fais avec ce livre, une réflexion écrite? C'est quoi ta méthode pour avoir de l'impact et te distinguer un peu de la masse, sortir du lot? Encore une fois, je suis allée chercher beaucoup dans les sciences sociales, mon master communication, ce que j'ai lu sur la psychologie et le coaching,
pour pouvoir avoir ma méthode à moi de communication à impact, qui consiste à faire beaucoup de relationnel, encore une fois, de toujours adapter à la personne en face de moi pour que je rentre dans ses baskets. Parce que comme j'ai une forte empathie, j'ai cette chance, je sais comprendre en face de moi si la personne, elle va plus être sensible pour les sujets de la santé, pour les sujets de l'économie, pour les sujets de l'écologie, pour les sujets des humains. Et donc, tout ça, cette liste que je viens de faire, en fait, c'est ça la transition écologique. C'est santé, économie, humain. Et donc voilà, j'invite chacun et je le mets dans mon livre et je le fais dans mes cours, parce que je donne ce cours à Sciences Po, de, premièrement, être en empathie avec les personnes qu'on cherche à embarquer. Et de se dire quels sont leurs problèmes à eux. C'est quoi leur journée? Par exemple, si on a la chance de pouvoir pitcher un projet environnemental à un N+1 ou à un manager, c'est quoi les problèmes dans la vie de mon manager et comment est-ce que moi, je vais soit en rajouter un, soit venir solutionner. Enfin voilà, donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est créer de la valeur pour les gens qu'on souhaite embarquer dans le projet environnemental. Donc, encore une fois, l'argument de la santé, par exemple, il marche méga bien. Moi, vous ne voulez pas être végétarien pour les sujets du bien-être animal, sachez qu'il y a une étude qui vient de sortir qui dit que ça aide à être en meilleure santé. À l'inverse, votre sujet, ce n'est pas le bien-être animal, mais vous êtes ingénieur, c'est le CO2, vous ne jurez que par Jean-Marie Jancovici. Première étape, arrêtez de manger du bœuf, ça rentrera dans votre vision de ce qu'il faut faire pour le monde. Donc voilà, c'est créer de la valeur parce qu'on va aider les gens à s'aligner avec ce en quoi ils croient et avec leurs problématiques et leurs besoins grâce à un projet de transition écologique. Et la troisième chose, c'est rendre ça concret, palpable, parce que c'est parfois flou. On me dit toujours, c'est quoi un métier de la transition écologique? Très bien, je vais vous montrer ce que c'est. Je vais même filmer plus de 200 personnes dans toute la France pour vous montrer ce que c'est. C'est ce que tu fais avec tes interviews. Exactement. Concrètement, c'est comment on fait. Très bien, on va montrer des solutions. Qu'est-ce que ça représente? Certaines personnes utilisent la puissance de la donnée ou des infographies, pardon. C'est important de montrer, d'ancrer dans le réel et de sortir uniquement de la vision et du Yaka Faucon et du alerte rouge, même si heureusement qu'on l'a fait, je pense, tout ça. C'est juste que moi j'arrive en complémentarité avec une autre vision de ce qu'il faut faire pour que les gens achètent mon projet qui est une planète vivable pour tout le monde, quoi. Top, avec un message super clair. Donc je retiens ce que tu fais, c'est d'abord tu te mets en empathie pour vraiment comprendre ce qui est important pour les gens. Ensuite, du coup, qu'est-ce qui est important pour eux? Est-ce que c'est le CO2 si je suis un ingénieur? Est-ce que c'est la santé si je fais attention à moi? Et ensuite, passer de l'abstrait au concret, il faut vraiment leur montrer des choses. Et tu as vu sur cette idée de parler au public de ce qui est important pour lui, est-ce qu'il n'y a pas un risque au final de se tordre? C'est-à-dire, des fois, je suis tellement en empathie que j'ai plus ma colonne vertébrale, j'ai plus mes valeurs. Est-ce que c'est pas très risqué, trop risqué de dire au public ce qu'il veut entendre? Ou est-ce que sur ces sujets à impact, il faut savoir, se plier, mais c'est trop fort, s'adapter, voire se suradapter pour parler aux autres? Évidemment que le risque, il est là. On a commencé par ça dans ce podcast. Et moi, comme je suis un excellent caméléon, parfois je me perds. Je me perds dans ma capacité à être en empathie avec tout le monde et à activer les bonnes cordes chez tout le monde. Et des fois, je suis en mode, attends, mais ton message à toi, ton objectif, ta vision, c'est quoi? Donc le livre, évidemment, écrire un livre, ça aide à remettre un peu sur le papier ce en quoi je crois et ce que je vais continuer à dire, quel que soit l'argument que je vais utiliser. Donc ça, c'est très important d'être au clair sur sa vision et d'y revenir, je pense, et de la relire. Et le sujet, c'est l'alignement, du coup. Est-ce que je suis encore alignée avec ma vision? Est-ce que je suis alignée avec mes valeurs quand je fais ce discours? Et est-ce que je suis pas juste en train de jouer un rôle et de faire trop d'acting, justement, pour embarquer, alors qu'en fait, c'est un peu loin de ce en quoi je crois vraiment. Donc le risque, il est réel. D'où, en fait, ce stage qui a été une révélation parce qu'il t'a permis de te reconnecter à toi, de moins avoir besoin. Et certainement que le fait d'écrire aussi, quelque part, ça a permis de solidifier cette personne, ta personnalité. Prenons le temps d'en parler. Dans ton livre, tu proposes de donner des conseils, des techniques à ces personnes qui ont envie de décrocher le job de leur rêve. S'il fallait résumer en quelques points, comment on fait quand on est super timide et qu'on n'y croit pas ou qu'on n'a pas assez confiance pour décrocher le job de ses rêves? La première étape, je crois, elle va vraiment avec un temps pour soi,
s'autoriser à rêver, se rencontrer, se connaître. Et surtout, moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est faire la liste de ses forces, quoi. Ouais. C'est hyper important d'être conscient de ses faiblesses et de ses défauts parce que c'est le travail d'une vie de peut-être s'améliorer sur ce sur quoi on n'est pas bon. Mais ça arrive en 2, voire en 12. Derrière, où est-ce que je suis excellent, excellente? C'est quoi mon talent? Qu'est-ce que je faisais déjà quand j'avais 12 ans? Pourquoi mes amis me recommandent-ils? Que dirait ma grand-mère si je l'appelais et que je lui demandais c'est quoi ma plus grande force? C'est quoi ta force à toi? Toi, tu l'as identifié pour toi? Moi, c'est communiquer. Ouais. C'est raconter des histoires. Et j'ai mis du temps avant de me dire que cette force était bien. Parce que j'ai fait Sciences Po et le master communication, c'était le master des losers. Ah ouais? Bah ouais. Ah, c'est Bah, pas le non. regard que j'en avais, tu vois. Ah ouais? Ah si, non mais... Non, tu fais pas Sciences Po pour faire un master com. Enfin, je dis pas que tout le monde pense ça, mais moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Il y en a qui faisaient des affaires publiques, d'autres des affaires internationales, d'autres des affaires européennes. Je vais pas faire toutes les échelons territoriaux. Je présente Sciences Po. Et du coup, au tout début, j'étais en mode, mais attends, communiquer, c'est du bullshit, en fait. On revient au sujet de tout à l'heure. Très bien, tu sais parler à tout le monde, mais ça peut vite être une coquille vide. Ton histoire, ton skill, là, ta compétence à toi. Okay. Et depuis peu, je suis en mode, mais non, mais attends, c'est pas du tout... Enfin, là, ça va être la guerre des récits. C'est la guerre des récits. La bataille culturelle a plus que commencé. Et on va avoir besoin de gens qui savent raconter les histoires. Donc, c'est ma force. Je vais y aller à 300%, sans honte... parce que j'ai compris que c'était une zone de flow pour moi. Donc c'est la mienne et j'invite chacun qui écoute ça à ne pas projeter sur les autres qui nous inspirent des compétences qu'on n'a pas encore en nous. Okay. Et il y a des choses que je sais pas faire et pourtant il y a des personnes qui m'inspirent de ouf qui font des choses que je sais pas faire. Et du coup, je veux pas devenir comme elles en termes de compétences parce que je sais qu'ils ont des choses en eux que je sais pas faire. Alors, c'est une clé qu'on doit aussi suivre, c'est-à-dire s'inspirer, ok, mais en même temps ne pas être impressionné au point de se dire moi je suis naze, d'où le fait de reconnaître ses forces, c'est le premier point que tu évoquais. Ouais. Parce que parfois on me dit non mais toi tu es trop forte en com, moi je suis pas bon du tout à ça. Et je dis il y a tellement de choses où vous êtes excellent que je ne sais pas faire. Et oui, on va pouvoir, et c'est tout le concept de ton métier à toi, monter en puissance sur la communication et la manière de raconter les histoires. Et deuxième point, se mettre en mouvement, se mettre en danger, sortir de sa zone de confort. Encore une fois, pour faire comprendre au mental que des mini-risques, comme par exemple écrire à quelqu'un sur LinkedIn pour lui demander de raconter ça ressemble à quoi son métier, prendre des cafés avec des gens, aller à des forums et se forcer un peu à prendre des contacts pendant les stands, etc. C'est des mini-risques. Et une fois qu'on les a pris, d'un coup, on envoie un signal au mental pour dire « T'as vu, je suis encore vivant, la prochaine fois, on pourra prendre un mini-risque au carré et faire le pas de plus. » Et ça, pareil, il y a toute une partie de mon livre où c'est « Allez, on y va, nomme toutes tes peurs. » Conscientise-les. Si tu n'es pas en mouvement, c'est que tu as peur. Pourquoi tu n'agis pas? Parce que tu as peur. Ton cerveau, il est là. Oh, doucement, on va quand même pas faire ça. Tu te rends compte? Rappelle-toi, la dernière fois, c'était catastrophique. Puis on avait eu des émotions si désagréables qu'on veut quand même pas revivre cette expérience affreuse. Et donc ouais, faut aller débunker ça. Et pour ça, il faut oser. C'est facile à dire, mais... Ouais, mais en fait, la personne qui le dit l'a fait. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu as dit ça, je me suis rappelé de ce qui a fait que je t'ai contacté sur LinkedIn à l'époque de Tous Orateurs. C'est un article que tu avais publié dans lequel tu avais écrit 150... je sais plus ce que c'était, mais c'était 150 choses en lien avec le développement personnel. Et, tu vois, je repense à ça et je me dis... On pourrait avoir du mal à l'imaginer, mais de base, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui a ultra confiance en elle? Tu l'as dit, tu es extraverti de base. Et quand je t'écoute sur ce discours, est-ce que tu es, ok, j'avais aussi mes sources de stress, mais j'ai dû aller les débunker, j'ai dû aller oser, etc. Où est-ce que tu places l'extraversion là-dedans? C'est-à-dire que c'est pas facile pour toi de base d'aller chercher, je sais pas, ce contact, même si tu connais pas, d'aller oser. Je pense que j'ai ça en moi. Ouais. Donc, ça, c'est pas du tout difficile pour moi. Ok. Okay. Par contre... me lancer sur YouTube, sortir des vidéos, écrire un article, j'avais jamais fait. Ça, j'avais jamais fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant le confinement? Ça me démange.
ça me démange. Et en même temps, je me dis, je vais quand même pas lancer des vidéos. Regarde Camille Etienne, elle fait des millions de vues. Elle a 5 ans de moins que toi. Elle a fait la même école et elle est plus jeune et elle est déjà hyper haute. Enfin, toi, tu n'arriveras jamais à ce niveau. Je l'ai, cette voix. Ok. Et donc, je fais quoi? J'écris à Gaspard G, qui à l'époque ne me connaissait pas du tout. J'étais juste une abonnée qui venait de faire des vidéos pendant le confinement qui m'inspirait beaucoup. Et je lui dis, salut, j'imagine tu as 1000 messages comme ça. J'aimerais me lancer, j'adore ton contenu, j'y arrive pas. C'est quoi le conseil que tu pourrais me donner? C'est ouf comme ça. Enfin, tu t'es dit, allez, je vais y aller, Ouais. j'ose. Et puis. Je me suis dit, je prends quelqu'un Ouais. qui m'inspire et qui fait des choses que je ne sais pas encore faire et je lui demande comment t'as fait. Et il m'a répondu, contre toute attente. Il m'a fait une note vocale. Il m'a dit, hello, bah, c'est cool que t'aies envie d'oser. Voilà mon conseil, sache que ta première vidéo va être nulle. Il dit ça. Excellent. Et il faudra faire la deuxième. Et je me suis dit, waouh, quand on entend ça, on est un peu en mode, bah, c'est un conseil pas très sympa, quoi, tu vois. Et en fait, mes meilleurs conseils qu'on m'a jamais donnés, et c'est vrai, ma première vidéo, allez pas la regarder, elle est pas terrible. Elle est sur YouTube encore? Ouais, elle est encore Ok. sur YouTube. Et si je l'avais pas sortie, je serais pas 5 ans après à faire des vidéos avec Et la t'aurais DEM jamais- dans t'aurais toute la jamais fait la France, à deuxième, écrire t'aurais un jamais livre. fait la Bah, bien 500e. sûr. Ouais, c'est fou. Donc c'est ça. On va être pas bon au début. Enfin, imagine quand tu te lances dans quelque chose pour la première fois, évidemment qu'on n'est pas bon. Quand j'ai fait mon premier cours de danse, c'était affreux. C'était terrible. Je suis sortie de là, je me suis dit non mais je vais pas y retourner. J'étais si mauvaise. Bah, j'y suis retournée. 2e cours, 3e cours, 10e cours, t'es meilleur. Et comment t'expliques ça, tu vois? Parce que t'as fait Sciences Po. Je pense que, alors, mais je suis quasiment sûr, t'es plutôt une bonne élève, voire une très bonne élève. Ouais. Et tu vois, pendant longtemps et encore aujourd'hui, la raison pour laquelle on n'a pas envie de se mettre dans ces zones d'échec, c'est parce que souvent on est des premiers de la classe Ouais. et on a été valorisé pour ces positions de premier. Quand ça se passe bien. Est-ce que tu penses que c'est la raison derrière laquelle on n'a pas envie de faire la première parce qu'on sait que la première sera un échec, qu'on n'a pas le droit à l'échec? Est-ce que c'est culturel? Qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas cette première? Même si on sait que ça va être raté, on n'a pas envie de la faire, tu vois. Bah, c'est ça, hein. Peur d'échouer. Ok. Et pire, pour moi, pire que la peur de l'échec, c'est la peur de faire des erreurs. Ok. Parce que l'échec, bon, si tu lis un peu et que tu fais un peu de développement personnel, tu sais que ça peut faire naître des choses. Les erreurs, ça veut dire que tu t'es trompé et que tu pouvais être bon et tu l'as pas été. Enfin, je sais pas, moi, l'erreur, c'était quelque chose que je m'autorisais jamais, en fait. Ok. Par exemple, en tant que manager. Faire une erreur en tant que manager vis-à-vis de quelqu'un, waouh, c'est trop dur pour moi. Ok. Et pourquoi? Parce que ma croyance, c'est si tu fais des erreurs, alors tu n'es pas une bonne personne ou Ok. tu n'es pas une gentille personne. Et c'est quoi une erreur? C'est par exemple dire un mauvais chiffre, c'est bafouiller sur un mot, c'est dire n'importe quoi. Non, c'est par exemple avoir mal parlé à un collaborateur Ok. ou à un stagiaire. Et ça m'est arrivé. Et je sors de là et je suis en mode, mais t'es qui en fait? Enfin, Claire, enfin, ça va pas c'est pas gentil. Ok, ouais. Et en fait, pourquoi des fois on parle mal à des gens? Tout le monde fait ça. Ben, parce qu'on est stressé, parce qu'il y a une incompréhension. Enfin, là, on s'excuse, on dit pardon, je t'ai mal parlé, excuse-moi, j'étais pas dans mon assiette, c'est fini. Et donc, je pense que c'est lié à toutes nos croyances. Et Ouais. en fait, encore une fois, je vais le dire 12 fois, mais à partir du moment où on envoie au mental la preuve que Et pas il de s'est danger. rien passé, Ouais. il n'y a pas de danger. C'était notre cerveau qui est en mode automatique de protéger du danger et de toujours être là pour te garder en survie. Mais il n'a pas mis à jour le logiciel, quoi. C'est clair. Ah, mais c'est top parce que je pense que tu réalises, ou peut-être pas, mais à quel point ce que tu dis est super inspirant pour des gens qui... Ah, moi aussi, j'aimerais faire cette conférence. Moi aussi, j'aimerais oser. Mais je sais pas, j'y vais pas parce que le cerveau, ce que tu dis, c'est que c'est quelque chose d'assez logique, d'assez humain que d'avoir peur. Et puis peut-être que c'est tout aussi humain d'oser malgré la peur. Si tu veux parler en public avec confiance, j'ai écrit un livre sur la prise de parole en public et je te donne gratuitement le premier chapitre et tu peux le télécharger. Il va t'aider à décoller dans tes prises de parole. C'est une garantie. Je t'avoue que je ne vais pas le laisser indéfiniment, donc je t'invite à le télécharger maintenant, que ce soit dans le lien qui est dans la bio ou dans la vidéo. Et cette année, on s'exprime, on s'affirme et on avance ensemble. Et une des peurs, tu vois, on en parle, qui touche beaucoup les gens, je pense, c'est la peur d'être critiqué. Et là, on peut rentrer dans un domaine, à mon avis, qui malheureusement pourrait durer des heures et des Ouais. heures. Je sais que sur tes sujets en particulier,
j'ai regardé un peu tes réseaux sociaux et je me rappelle à l'époque, même de personnes proches qui pouvaient remettre en question qui tu étais, te juger comme ça sur les réseaux sociaux. Comment tu gères aujourd'hui le fait d'être critiqué? Parce que j'imagine que d'un côté, tu es beaucoup aimé, tu es beaucoup apprécié pour les causes que tu portes, mais d'un autre côté, il y a aussi des gens, des personnes qui font pas grand-chose de leur vie, qui prennent du plaisir à te critiquer. C'est quoi le rapport que tu as avec ces critiques aujourd'hui? Ça a été vraiment d'une violence inouïe pour moi de recevoir ces critiques. Ça peut être des critiques de proches qui trouvaient que je parlais trop fort, que je me mettais trop en avant. Ça peut être des critiques de personnes en sortie de conférence qui me disent pourquoi vous faites un truc pour les jeunes, en fait? Il n'y a pas que les jeunes dans la vie. Enfin, et nous, du coup, on n'existe pas. Je vois pas pourquoi vous faites ça, en fait. Ça peut être des critiques dans ma communauté, de gens qui disaient que je devrais plus dire ça ou plus... Et je rentrais chez moi avec ces critiques et je me disais, mais deux choses. Je me disais, ça dépendait de la critique, mais soit je me disais, pourquoi j'ai fait ça? C'est vrai, je suis une mauvaise personne. Soit je me disais, pourquoi on me dit ça? C'est injuste, je travaille tellement, je sais pas mériter de me critiquer comme ça. C'était l'un ou l'autre. C'était trop, vraiment, qu'en plus, quand t'es hypersensible, tout est hyper douloureux à vivre, quoi. Et à un moment, en thérapie, justement, ma psy me dit, mais vous voudriez quoi? Je fais pas, je voudrais être entourée des gens qui m'acceptent comme je suis et qui ne me jugent pas. Yes. Elle me dit, ça n'arrivera jamais. Tout le monde juge. Vous jugez pas? Même vos proches et tout? Si. Maintenant, la question, c'est vous. Comment vous allez faire à partir de maintenant pour accepter qu'on va vous critiquer et vous juger, voire vous en foutre? Et comment on va aller travailler sur vos blessures personnelles et votre alignement personnel pour que vous soyez si musclés à l'intérieur que ce qui va se passer à l'extérieur, ça va couler. Et donc là, gros travail de thérapie. Et donc, soigner mes blessures et savoir pourquoi, quand les gens me critiquaient, ça m'activait. Ça vient d'où? J'ai peur de quoi? D'être rejetée, un truc du style, les bouquins du style 5 blessures de l'âme, ça aide un peu à comprendre c'est quoi nos petites failles à chacune, on en a toutes, quoi. Et deuxième travail, s'aligner. L'alignement, c'est quand nos croyances, nos rêves, nos valeurs sont en cohérence avec nos actions. À partir de ce moment-là, on sait qu'on est irréprochable à l'intérieur de nous, puisqu'on fait des choses qui sont justes pour nous. Donc même si on se fait critiquer, on est OK avec ce qu'on entend. Quoi. Okay. Et donc maintenant, si on me critique, je me dis, waouh, ça doit pas aller très bien dans ta vie pour que tu me renvoies ce truc d'une telle violence, alors que moi, je sais très bien pourquoi je fais les choses, je sais qui je suis, je sais que je suis une belle personne. Ça y est, j'ai compris, j'ai plus besoin de vous pour m'aimer puisque je viens de commencer à m'aimer. Et donc, ça prend vraiment longtemps, mais c'est là où je suis aujourd'hui. Et la dernière chose, c'est que j'ai compris que toutes les critiques, toutes parlaient des gens. Ouais. Ça n'avait jamais rien à voir avec moi. Je ne suis pas le sujet des critiques. Quand cette personne me dit « Pourquoi vous faites un truc pour les jeunes? Franchement, c'est pas sympa de votre part, je sais pas quoi. » Bon, alors évidemment, elle me l'a jamais dit comme ça, moi je surinterprète tout, mais quand on me critique sur l'âge, on me critique pas sur l'âge. On sur dit l'âge de pourquoi j'accompagne que des jeunes. Okay. On me critique pas sur l'âge, on me dit putain, regarde-moi, j'ai 45 ans, que je me compare de ouf à toi et à tous ces jeunes qui s'engagent, qu'est-ce que je pourrais faire pour rejoindre l'aventure? Comment je pourrais en être à vos côtés? Ça dit ça, c'est même limite une preuve d'amour pour le projet, Ouais, c'est super. Parce que ce que tu dis, c'est que, en gros, tu te descends par rapport à la critique. C'est-à-dire que tu n'es plus l'objet de la critique, mais l'objet de la critique, il est plus du côté de celui qui l'envoie. Exactement. Et dans ce que tu dis, il y a aussi quelqu'un qui critique, c'est quelqu'un qui souffre. Quoi. Exactement. Et à partir de là, est-ce que je veux souffrir de la souffrance de l'autre ou est-ce que je laisse sa souffrance et puis il gère comme il peut, quoi. Super intéressant. Là, il y a plein de questions que je pourrais te poser. On a un peu ouvert cette boîte, tu vois, tu parlais de la jeunesse. J'ai envie de dire, on n'est pas très vieux. Tu vois, j'ai réalisé que Sciences Po, ça faisait déjà 10 ans, bientôt. Est-ce que ça peut être un sujet, ça, l'âge? C'est-à-dire, est-ce que la légitimité peut être un sujet dans les conférences que tu fais? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plus une opportunité parce que je suis jeune, et bien j'ai encore plus de légitimité dans mon domaine, dans ton domaine?
Je suis une jeune vieille ou une vieille jeune en fonction de où on est aujourd'hui parce que Ok. j'ai 30 ans. T'as 30 ans? Ouais. Ok, je pensais que tu avais 29. Enfin, j'ai 30 ans dans 2 mois, mais dans ma tête, j'ai déjà 30 ans. Et du coup, quand je suis devant des profils étudiants, je sens quand même que je suis en train de me déconnecter de leur réalité et de leur vie. Et en même temps, quand je suis invitée à des conférences avec des patrons, je suis la petite jeune. Donc voilà, en fonction des endroits, j'apprends à naviguer et c'est rigolo, j'aime bien. Et t'es à l'aise avec ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on te dit que t'es jeune, enfin à la limite, tant mieux, c'est une force, tu te sens ni trop vieille ni trop jeune. Enfin, Non. l'âge n'est pas un sujet de légitimité Non, pour non toi. sujet. Trop bien. Et la légitimité, en fait, elle existe à partir du moment où on nous propose quelque chose. Trop bien. Et j'avais une discussion avec une amie qui me disait ouais, je suis en discussion pour ce poste, mais voilà, c'est parce que on a recommandé mon profil. J'étais là, non, enfin, c'est en discussion pour ce poste parce qu'ils sont intéressés par ton profil. Ah ouais. Et si on t'a invité à prendre la parole et que tu te dis bah non, je me sens pas légitime, bah t'es légitime à partir du moment où on t'a invité à prendre la parole. Pour le coup, au Pépites, quand j'accompagnais les promos de jeunes salariés de la transition écologique, j'écrivais ça en énorme, je disais tu es légitime. Tu es juste légitime. Comme n'importe qui, tu es légitime. Il n'y a aucune raison pour que tu ne sois pas légitime. Ouais, mais c'est tellement vrai. Je sais pas si tu as remarqué ça, mais souvent, quelqu'un qui est super calé sur son sujet se sentira d'autant moins légitime qu'il a de la connaissance sur ce qu'il maîtrise. C'est-à-dire que c'est un peu comme un escalier sans fin. C'est-à-dire que la personne, plus elle sait qu'elle pourrait savoir plus. Et donc, quelque part, trop de connaissances tue la légitimité. Et j'imagine que chez les pépites vertes, il doit y avoir beaucoup de personnes tellement passionnées, Exactement. tellement engagées que ils en savent tellement, Ouais. et dans le tellement qu'ils savent aussi qu'ils savent pas tout. Bien sûr. Tu vois, et comment on fait? Est-ce qu'il faut être encore plus ouvert pour essayer d'en savoir plus? Est-ce qu'à un moment donné, il faut se dire c'est bon? Et c'est ce que disait un autre conférencier que j'interviewais aussi sur tes sujets. Il faut décider de savoir et c'est terminé. Est-ce que il faut chercher à en savoir plus ou est-ce qu'à un moment donné, il faut se dire stop, je suis légitime et ça suffit? Bah, il y a un truc qui est beau dans cette quête de vouloir être parfait. Ouais. C'est que ça nous pousse à toujours vouloir faire mieux. Et moi, ça, je trouve que ça peut quand même être un moteur d'ambition qui peut emmener loin. Donc, je garde 50% de ce truc que j'ai en moi pour me forcer à toujours chercher à faire mieux. Ok. Alors, faut faire gaffe parce que c'est ça qui mène à l'épuisement, c'est ça qui fait qu'on manque de lucidité, c'est ça qui fait qu'on passe parfois des heures sur des détails quand on est perfectionniste, quand on est hyper exigeant envers soi-même. Donc, je prends que 50% de ça. Les autres 50%, c'est savoir dire « je sais pas tout ». Quand on m'interviewe sur un sujet, savoir dire « ben là, je vais pas vous répondre » et ou répondre à côté. Répondre là où je sais. C'est tout. Je sais ce que je sais. Je vais vous parler de ça. Le reste, je vais pas partir en freestyle parce que ça va être très mauvais. Ok. Et t'assumes le fait de pas tout savoir. Tu vois, t'en as un peu parlé. Il y a un truc qui m'inspire beaucoup chez toi, Claire, c'est que au-delà de ton engagement et de tes prises de parole, t'as une capacité à montrer en public des choses que peu de gens montrent. Tu vois, et en particulier, je pense à un de tes posts LinkedIn que j'ai vu, mais qui date il y a 8 mois, ce post dans lequel tu dis, voilà, j'arrête tout. Je ralentis. Et tu sais, il y a plein de gens qui auraient tellement honte de vivre ça. Déjà, ils assumeraient même pas d'en parler à leurs proches, à leurs amis. Mais toi, tu en parles, j'imagine, à tes proches et tu en parles même plus que ça. Et sur LinkedIn, j'ai vu que tu étais suivi par plus de 30 000 et 10 personnes. Donc, à un moment donné, c'est pas à personne que tu montres ça. Comment tu fais pour être à l'aise avec autant de vulnérabilité? Est-ce que c'est quelque chose de naturel? Est-ce que tu vois de l'intérêt à montrer ça, à montrer cette vulnérabilité? Des personnes vulnérables m'ont beaucoup touchée. Moi, j'adore le travail de Marie Saint-Filtre. Ok. Et quand je la vois sur scène, dans son spectacle Culot, où pour le coup, c'est d'une vulnérabilité, c'est d'une authenticité, ça me touche, ça m'active. Ça fait partie de la manière d'être au monde que moi, j'ai envie de pouvoir faire aussi. Je suis si sensible, c'est si intense tout ce qui se passe en moi. J'ai si facilement accès à mes émotions. Au tout début, j'étais submergée. Je me souviens, je faisais des stories et je disais comment on fait pour plus ressentir. Je n'en peux plus, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est trop. Enfin, ça m'arrive encore parfois. Je déteste ressentir autant. C'est quoi ce que tu ressens? Parce que tu sais, on pourrait se dire de l'émotion. C'est quoi? C'est de la colère? C'est de la joie? C'est tout. C'est tout. Hein, c'est n'importe quelle émotion. C'est un matin où je me réveille pleine de joie, optimiste sur le monde. Et puis je croise une personne SDF et j'ai envie de pleurer. Ah ouais. En fait, il n'y a pas de filtre. Genre, je suis en empathie avec tout. Enfin, et du coup,
c'est vraiment dur à vivre, ça fatigue émotionnellement, grave. et donc j'ai été obligée très vite de bouffer des livres entiers de développement personnel et de me dire tout ce que je vais apprendre sur moi, et ben, je crois que j'ai envie de le partager au monde parce que ça m'aide tellement à aller mieux. Écoutez-moi aujourd'hui versus là où j'étais il y a un an, au bout du tunnel, à pas savoir comment j'allais retrouver de la lumière. Ben, si je l'ai fait, ça veut dire que d'autres personnes peuvent le faire, tout comme moi je consomme le contenu Hmm. des personnes qui sont passées par des phases chaotiques avant moi. Donc j'ai cette facilité à accéder à tout ça, à comprendre. Je suis entourée pour observer les schémas, je sais écrire et je vois que ce sont des posts qui font du bien. Quand je fais ça, je reçois des messages de merci. Ouais, ouais. Des messages de merci parce que ouais, tu assumes montrer quelque chose que peu de gens arrivent à montrer. Donc en gros, tu te concentres plus sur les autres que sur toi. Et c'est ce qui fait que tu es à l'aise avec ces posts qui peuvent Mm. paraître très vulnérables. Et tu sais, limite, on pourrait se dire des posts où peut-être que mes clients, ils n'ont pas envie derrière Ouais, de travailler avec moi. Et ce que tu dis, c'est que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que la exactement. vulnérabilité, ça rapproche, ça raccroche, ça connecte. Et ça fait pas fuir, quoi, en fait. Non, pas du tout. Ouais. C'est évident que j'ai perdu aucun client avec ces posts-là, voire même que mes clientes n'écrivent «Oh, merci pour la fraîcheur de tes Mais ouais. posts et l'authenticité». C'est ouf. C'est ouf. Et tu vois, cette authenticité, cette vulnérabilité, là, c'est une question, je pense, qui va rassurer beaucoup de gens. C'est, j'imagine que quand tu étais un peu, comme tu l'as dit, fatigué, trop de boulot, trop de responsabilités, tu devais quand même assumer des conférences, tu devais quand même assumer des prises de Ouais. parole. Tu devais quand même... Comment tu as fait pour y aller? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire, moi, j'ai pas assez dormi, j'ai pas bien mangé, je Mm. le sens pas, j'y vais pas, je vais dire que je suis malade. Ouais. Comment tu fais pour développer ce service minimum qui fait que quoi qu'il arrive, je sais que, ok, ce sera peut-être pas parfait, mais je sais que je le ferai et je sais que j'y Ouais. arriverai. C'est quoi la ressource mentale qui te permet d'être à l'aise avec ça? Plusieurs réponses. La première, je n'avais pas le choix. D'accord. J'étais emprisonnée dans mon modèle économique. Je suis entrepreneuse. Si je ne vais pas travailler, je ne paye pas les gens. Hmm. Je ne paye pas mon loyer. Et donc, en fait, il y a un moment, pas le choix, quoi. Pas le Donc ça, choix. c'est le 1. Le 2, c'est au fur et à mesure des petits craquages, fatigue, etc., surmenage, tu te rencontres. Et tu découvres tes limites. Tu ne savais même pas qu'elles existaient. Tu découvres tes limites physiques, émotionnelles et mentales. Et donc, tu apprends à écouter ton corps et à savoir comment gérer. Donc, par exemple, cette semaine, j'avais 3 conférences. Je suis très fatiguée avec la sortie du bouquin, etc. Je suis en fin de cycle. Enfin, tu vois, Hmm. c'est bizarre ce que je vis en ce moment. C'est à la fois hyper enthousiasmant et en même temps, ce livre est sorti, qu'est-ce qui se passe après? Enfin, tu vois, il y a tout ça en moi. Donc, j'ai dit quoi? J'ai besoin de me reposer. Donc, ben, j'ai pas trop travaillé mardi matin. Tu vois, j'aménage en fait quand même les espaces de régénération, notamment en termes de qualité du sommeil, en termes de qualité du sport, enfin, capacité à aller au sport, même si j'ai pas le temps. Enfin, voilà. T'es sportif, du coup, tu fais du sport Ouais, régulièrement, ouais. D'accord, c'est important. ouais. Et je suis pas encore très bonne méditante, mais en tout cas, espace de bulle, de sécurité, de conscience de oula, comment ça va en fait là? Ouais, c'est fatigué. Ok, et ben on va dormir. Quand on est fatigué, il faut dormir. Donc du coup, c'est ça ma réponse 2. Et ma réponse 3, parfois, c'est très rarement arrivé. Mais parfois, je n'y vais pas. Enfin, quand je peux pas, je n'y vais pas. Mais en fait, même quand j'ai eu mon extinction de voix et que je devais lancer une école à Arras sur la transition écologique, j'y suis allée. Donc en C'est quoi fait, cette extinction de voix? C'est que t'avais plus de voix? ah Enfin, oui, t'étais KO? oui, non, mon corps disait, tu ne parles plus. Ah ouais. Mon corps m'a enlevé mon outil de travail, tu vois. Et Parce j'y suis que... allée quand même. Comment Mais t'as fait? c'était Pas la t'as dernière forcé? fois. Oh, c'était compliqué. Je sais pas, je l'ai fait. Là, tu te mets, là, tu débranches le cerveau. Ouais, Là, ouais. j'ai une partie très guerrière en moi. J'ai un yang très fort à côté de mon yin. Et du coup, j'appuie sur ce bouton-là et c'est la claire l'éclair, le bulle désert, quoi. Là, on réfléchit plus. C'est ouf. C'est ouf parce que... Et avec du recul, enfin, c'est quelque chose avec lequel t'es contente d'avoir conjugué ce jour-là, d'avoir composé, pardon, ce jour-là. Heureusement que c'est là où... Bon, c'est un truc que t'as envie d'éviter à tout prix de revivre ça, quoi, aujourd'hui. Bien sûr qu'heureusement que c'est là. De toute façon, je Ok. regretterai jamais rien Ça sert à rien. Les regrets, tout a eu lieu. Ouais, c'est Donc les vrai. regrets, ça sert à rien du tout, hein. Tout a eu lieu. J'ai appris à chaque fois.
Et j'apprendrai toutes les prochaines fois. Mais évidemment, maintenant, l'objectif, c'est que ça n'arrive plus. Et donc, Ça- le gérer, Ouais. c'est top. Et que ce soit pour toi ou aussi pour les personnes que tu accompagnes dans le cadre de tes activités, s'il fallait, je sais pas, résumer la prise de parole à 2-3 conseils, que ce soit sur la gestion du stress ou l'éloquence, c'est quoi, toi, les 2-3 choses que tu retiens, que ce soit des coachings que tu as suivis ou des prises de parole que tu as faites? Moi, je fais beaucoup la visualisation. Ok, Ouais. Vraiment, c'est mon côté optimiste, mais ça me nourrit et c'est presque une prophétie autoréalisatrice. J'imagine une salle connectée. trop bien. J'imagine une salle qui réagit et qui rit quand je fais mes blagues. J'imagine l'énergie positive de la salle. Et du coup, ça me met en confiance en amont. Et comme quand tu arrives un peu plus en confiance, du coup, ce que tu avais envie qui arrive peut plus arriver, tu vois. Trop bien. Donc ça, c'est sûr que je le fais. Avant mes TED, évidemment, j'avais imaginé une salle réceptive. Évidemment, j'avais mis en place des choses dans ma conférence pour que les gens soient réceptifs, mais je l'avais vraiment visualisé. La deuxième chose, c'est que je pars toujours du principe que c'est une chance de prendre la parole en public, que tout le monde n'a pas. Et que du coup, je me dois de l'honorer quoi qu'il en soit. Je me dis, mais t'imagines, il y a combien de pourcents de personnes qui ont la chance d'être sur une scène pour parler avec leur cœur de leur vision du monde, si peu. Donc, quoi qu'il en soit, honore cette chance, même si il y a 3 personnes dans la salle. Et Dieu sait que ça m'est pas mal arrivé. Ah ouais? Ouais, de me déplacer pour des conférences où on m'a invité à un truc de soirée, cocktail, machin. Il y a 5 personnes. Et ben, c'est 5 personnes avec qui connecter. C'est 5 personnes dont on peut changer la vie. C'est 5 personnes qu'on peut considérer. Parce que moi, j'ai été dans des conférences avec des conférencières qui disent comptez-vous. Un jeune qui dit dans la salle comment pourrait-on faire en sorte qu'il y ait plus d'étudiants engagés. Elle disait comptez-vous, ils sont où vos potes. On est 20 dans cette salle. C'est la faute du public, quoi. Ouais. Et j'étais là, mais non, mais au contraire, ces 20-là, ça doit être nos alliés. Grave. Ils doivent se sentir privilégiés d'être venus. Donc ça, c'est mon numéro 2. Et mon numéro 3 en conseil, eh bien, encore une fois, c'est bienveillance avec soi-même. On va être meilleur chaque conférence après chaque conférence, chaque prise de parole après chaque prise de parole. C'est évident qu'on sera meilleur la prochaine fois. Peut-être qu'on va faire des erreurs. Si ça arrive, on peut même le nommer. Waouh, c'est ma première conférence, c'est si stressant. Ou là, j'ai complètement bugué, là, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et en fait, à partir du moment où on est tous en conscience de ça, je pense que ça aide en fait à se lancer. C'est top, c'est top. Merci pour ces 3 conseils. Je te propose de terminer l'interview. Oui. J'aimerais qu'on parle de ton livre, mais on va en parler de façon un peu décalée. Juste pour terminer, est-ce que toi, tu as une question que tu voudrais me poser et à laquelle je pourrais répondre et ensuite on parlera de ton livre de façon un peu innovante? Carrément. Est-ce que tu as souvenir d'une prise de parole impactante où tu es sorti et tu t'es dit « Yes, j'étais tellement en flow que c'est sûr que j'ai aidé des gens qui m'écoutaient dans la salle. » Merci de cette question, tu vois, parce que je ne l'avais pas préparée. J'avais préparé l'inverse. Prise de parole, je m'étais foiré. On est en décembre 2024. Je fais une conférence pour la Banque Postale. Et c'est marrant, mais j'ai été accompagné par un programme de la Banque Postale qui s'appelle l'Envol. Et là, je me retrouvais à faire une conférence pour des parrains et des marraines de l'Envol, donc qui s'engagent pour accompagner des filleuls comme moi, comme ce que j'ai été. Et tu sais, j'avais un peu les larmes aux yeux avant de démarrer, parce que je me suis dit, il y a 10 ans, ces mecs auraient pu être mon parrain, auraient pu être ma marraine, et aujourd'hui, c'est moi qui leur donne des clés pour être à l'aise, pour prendre la parole. Et je pense que c'est ce côté mettre plus d'émotion, du pathos, qui a fait que je me suis dit, si je vis ça, forcément qu'ils doivent vivre des choses folles, tu vois. Et plus j'avance dans ce parcours, prise de parole, plus je me rends compte que le logos, la logique, c'est bien, faire comme si on était sérieux, c'est bien aussi, mais en fait, les gens retiennent le moment, quoi. Je veux pas parler de show, de spectacle, mais ce qui fait qu'on donne de la mémoire à l'éphémère, c'est qu'à un moment donné, on a vécu un truc et j'ai eu le sentiment que même si on est bloqué chacun dans notre corps, on a vécu un peu la même chose, quoi. Ouais, trop bien. Et bien, Claire, merci à toi. Merci. Trop bien, super content. Merci Claire. Trop cool.